Bia de Médicis, issue de la puissante famille Médicis, était promise à une vie de privilèges, mais le destin en a décidé autrement. Sa vie brève, son charme et son esprit ont laissé une empreinte durable, immortalisée dans un portrait évoquant l'amour, la perte et l'héritage. Voici son histoire. Bia de Médicis est née vers 1536 près de Florence, en Italie. Son père était Cosme Ier de Médicis, mais l'identité de sa mère est inconnue. À part Cosme, seule sa mère, Maria Salviati, connaissait l'identité de la mère de Bia, mais elle ne l'a jamais révélée et a emporté ce secret dans sa tombe. Certains pensent qu'elle aurait pu être une paysanne qui travaillait pour la famille dans leur maison, la Villa del Trevio, bien qu'il soit plus largement admis qu'elle était une noble florentine dont le nom est resté inconnu. Pour comprendre son histoire, c'est probable, il faut d'abord examiner et examiner sa puissante famille. Les Médicis viennent du Mugello en Toscane. Ils ont prospéré grâce au commerce avant de fonder la Banque Médicis, la plus grande d'Europe au XVe siècle. La richesse a permis leur domination politique à Florence sous Cosme de Médicis, puis Laurent le Magnifique. Pourtant, ils sont restés citoyens de nom, et ce n'est qu'en 1532 que la famille a obtenu le titre héréditaire de duc de Florence, marquant ainsi leur transformation en véritables souverains. En tant que membre d'une branche cadette de la famille Médicis, le père de Bia, Cosme avait grandi dans la campagne toscane, destinée à une vie respectable mais probablement tranquille, loin des projecteurs politiques. Pourtant, tout allait changer. Le 6 janvier 1537, Alexandre de Médicis, duc de Florence, fut assassiné par Lorenzino de Médicis, un homme qui était à la fois son cousin et son ami. Alexandre, âgé de seulement 26 ans, n'avait pas d'héritier légitime, et ainsi, à seulement 17 ans, Cosme, auparavant un outsider politique, fut nommé de façon inattendue nouveau duc de Florence. Beaucoup des hommes les plus puissants de Florence avaient apporté leur soutien au jeune Cosme, convaincus qu'il serait facile à manipuler, mais ils l'avaient gravement sous-estimé. Derrière sa réserve se cachait une détermination farouche. Avec une précision calculée, Cosme prit le contrôle, déjouant ses rivaux et renforçant son emprise sur le pouvoir. Dans les couloirs ombragés du Palazzo Vecchio, il commença à remodeler l'avenir de Florence, posant les bases de ce qui deviendrait un jour le puissant Grand-Duché de Toscane. Pourtant, alors qu'il forgeait son empire, la vie privée du jeune duc fut révélée au grand jour. Au moment où Cosimo prit le pouvoir, sa mystérieuse fille Bia approchait de son premier anniversaire. Loin de la cacher, Cosimo l'a reconnue comme sa propre fille et l'a intégrée au sein de la famille Médicis. Elle fut d'abord élevée à Florence, à l'abri derrière les murs protecteurs du palais Médicis, entourée de nourrices de confiance qui prenaient soin d'elle. Jeune duc, Cosimo considéra le mariage non par amour, mais pour le pouvoir et assurer sa lignée. Le nom Médicis portait encore le parfum de la richesse marchande et d'une noblesse récente, et Cosme savait qu'il lui fallait une épouse dont la lignée pourrait ancrer son autorité dans les cercles aristocratiques européens. Son regard se posa sur Éléonore de Tolède, la belle-fille du vice-roi espagnol de Naples. Leur union était purement stratégique, scellée par une dot somptueuse et la promesse discrète du soutien espagnol. Ils furent mariés par procuration le 29 mars 1539 et en quelques mois, Éléonore arriva à Florence pour rencontrer son jeune époux et avec lui sa précieuse fille de 2 ans, Bia. L'arrivée d'Éléonore rendit à Florence sa grandeur. À 18 ans à peine, la noble espagnole assuma son rôle de duchesse avec assurance. Mais les murmures de la cour se tournèrent bientôt vers sa relation avec la fille de Cosme. Certains affirmaient qu'Éléonore ressentait de la rancœur envers la présence de Bia, une enfant qui avait déjà conquis le cœur de son mari. C'était peut-être de la jalousie, qui pourrait le dire. Certains rappelaient une vérité plus douce. Éléonore montrait à Bia de la gentillesse, parfois même de l'affection. Et en effet, la plupart des historiens penchent main pour cette version de l'histoire, que la duchesse, loin d'être froide, accueillit la jeune fille dans sa nouvelle maison avec grâce. Mais son temps ici ne durerait pas.
quelle que soit la vérité sur la place qu'elle occupait dans les affections d'Éléonore, une chose est certaine. Bia fut envoyée à la Villa di Castello, domaine familial dans les collines près de Florence. Là-bas, loin des formalités de la vie de cour, Béa passait ses journées sous l'œil attentif et expérimenté de sa grand-mère, Maria Salviati. Certains pourraient considérer son envoi comme cruel, mais Bia n'était pas seule ici. Au Castello, elle partageait à la fois sa maison et sa chambre avec Giulia de Medici, la fille illégitime du duc assassiné Alessandro. En grandissant, Bia et Giulia devinrent inséparables, plus comme des sœurs que comme de lointaines cousines. Âgée de seulement 2 ans de plus, elle était à la fois compagne et protectrice, et ensemble elles animaient fort la vieille propriété. Bia devint vite connue comme une enfant rayonnante, pleine de vie, charmante, vive et suffisamment espiègle pour tenir ses nourrices en alerte. Sa nature enjouée et son esprit vif séduisaient tout le monde, mais personne plus que son père. Cosimo, désormais accablé par le poids de gouverner une ville, s'éclipsait de la cour rien que pour lui rendre visite, trouvant auprès de Bia une joie tendre qu'aucune richesse ni aucun pouvoir ne pouvaient remplacer. Mais avec la grossesse de son épouse, une question persistait. Son amour pour Bia allait-il durer, ou ses héritiers légitimes allaient-ils désormais recevoir toute son attention ? Cosimo et Éléonore étaient désormais bien installés à la cour ducale et se concentraient sur la naissance d'héritiers légitimes pour transmettre leurs titres et terres. En 1540, Éléonore donna naissance au premier enfant du couple, Maria, et l'année suivante, Cosimo fut ravi lorsqu'un fils en bonne santé et héritier, Francesco, le futur grand-duc de Toscane, vint au monde. Beaucoup auraient alors pensé que Bia, née hors mariage, passerait au second plan et aurait une éducation différente, mais ce ne fut pas le cas. Lorsque Maria et Francesco furent assez âgés, eux aussi furent envoyés à la Villa di Castello sous la garde de leur grand-mère et d'un cercle de nourrices dévouées. C'est là, loin de la politique du Palazzo Vecchio, que les enfants de Cosimo furent élevés ensemble, dans un monde d'ordre, d'éducation et d'affection, avec des visites occasionnelles de leurs parents occupés à gouverner Florence. Pour élever les Médicis au rang des grandes maisons régnantes d'Europe, Cosimo ne ménagea aucun effort pour façonner l'avenir de ses enfants, et cela incluait la bière. Dès l'âge de 4 ans, elle débuta sans doute son éducation formelle, les matinées dédiées à l'instruction religieuse et les après-midi aux leçons de bonnes manières, broderie et musique. Elle aurait aussi commencé à apprendre le toscan, et même ces jeux étaient organisés et surveillés par des nourrices et précepteurs afin de la façonner en jeune fille florentine raffinée. Dans les années suivantes, ses frères et sœurs plus jeunes suivraient un chemin similaire, chacun de leurs pas étant surveillé par Cosimo et Éléonore jusqu'à leurs vêtements et leurs précepteurs. Mais pour Bia, tous ces soins, cet enseignement, toutes ces promesses ne mèneraient à rien. Un jour, à la fin de l'hiver 1542, Cosimo prévoyait de voyager à Arezzo et décida d'emmener sa chère Bia. C'était une rare occasion pour le père et sa fille de partager des moments précieux, loin des exigences de la cour. Pendant ces jours-là, ils étaient inséparables, mais alors qu'ils rentraient chez eux ce mois de février, le destin devint cruel. Peu après leur retour à la Villa di Castello, Bia et Giulia furent frappées par une forte fièvre soudaine. Cosima envoya les meilleurs médecins pour les soigner, mais les épidémies, la médecine peu développée et la mauvaise hygiène jouaient contre elle. Pourtant, Giulia se remit lentement, mais l'état de Béa ne fit qu'empirer. Cosimo, frénétique, donnait sans cesse des ordres pour obtenir des nouvelles, alors que sa fille bien-aimée lui échappait toujours plus. Du 25 au 28 février, sa dégradation fut rapide et déchirante. Un officier de la cour écrivit sombrement. Demain sera un jour bien plus triste. Le 1er mars 1542, Béa est décédée, probablement du paludisme. Elle n'avait que 6 ans. Sa mort a été profondément pleurée par Giulia, sa grand-mère, et surtout par son père.
Béa a été inhumée avec honneur dans la crypte des Médicis à San Lorenzo, parmi la dynastie qu'elle avait brièvement illuminée. 6 mois après la disparition de Bia, une nouvelle lumière illumina la vie de Cosimo. Sa fille Isabella est née. Bien que beaucoup s'attendaient à ce qu'il espère un second fils, ceux qui le connaissaient le mieux comprenaient la profondeur de son chagrin. L'historien Paolo Giovio a exprimé ce sentiment dans une lettre touchante. « Isabella, je vous félicite pour la belle petite fille que Dieu vous a accordée en récompense de celle qu'il a prise pour l'accueillir au paradis. » Isabella allait bientôt devenir la nouvelle favorite de Cosimo, et son mariage avec Éléonore resta solide et affectueux. Ils furent bénis de 9 autres enfants, bien que beaucoup, comme Bia, connaîtraient aussi un destin tragiquement bref. Pourtant, l'ombre de la brève vie de Bia ne les quitta jamais complètement. Après sa mort, il est largement admis que Cosimo, accablé de chagrin, fit réaliser un masque mortuaire en plâtre de Béa, puis commanda un portrait posthume au brillant peintre de cour Agnolo Bronzino. Le résultat est une image d'une tendresse poignante, une jeune fille parée de blanc et de perles, radieuse et sereine, immortalisée non pas dans la vie, mais dans le souvenir. Beaucoup le voient qu'un mésentant comme l'un des chefs-d'œuvre majeurs de Bronzino. Comme la poétesse Tullia d'Aragona l'a un jour décrit, ce portrait renferme une grâce qui séduit, absorbe et captive quiconque le contemple. Aujourd'hui, le portrait de Bia est exposé à la galerie des Offices à Florence, où sa présence lumineuse continue de captiver ceux qui se tiennent devant elle. Le médaillon au profil de Cosimo porté par la jeune fille a confirmé son identité comme sa fille et mis en valeur leur lien. À l'origine, le tableau était accroché dans les appartements de la famille Médicis, servant à la fois de tendre rappel de leur enfant disparu et de symbole spirituel, les guidant dans la réflexion et l'espoir du salut. Pendant des siècles, on a cru à tort que le tableau représentait Maria de Médicis, la jeune sœur légitime de Bia. Cette confusion a amené certains à penser que Bia n'était qu'un surnom pour Maria. En réalité, il s'agissait très probablement d'un diminutif de son prénom Bianca, qui signifie « blanc » en italien, bien que certains aient également supposé qu'il pouvait provenir de Bambina, qui signifie « petite fille ». La vérité n'a été découverte qu'en 1893, lorsque l'historien de l'art Cosimo Conti a mis au jour des preuves d'archives confirmant l'existence d'une fille distincte, Bia, née de Cosimo avant son mariage, et ainsi le véritable sujet du portrait, a enfin retrouvé son nom légitime. Un autre portrait, celui-ci réalisé par Giacomo da Pontorno, représente Maria Salviati assise avec un jeune enfant sur ses genoux. Pendant des années, les chercheurs ont débattu de l'identité de l'enfant, Bia, Giulia de Médicis ou une autre personne. Ceux qui soutenaient qu'il s'agissait de Bia mettaient en avant les traits de l'enfant, notant qu'il ne ressemblait pas au portrait connu de Giulia adulte, et se demandaient si la relation entre Maria Salviati et Giulia était suffisamment intime pour inspirer une image aussi tendre. Cependant, après de nombreux débats parmi les chercheurs et un examen plus approfondi du contexte historique, le consensus actuel penche en faveur de Giulia comme sujet du portrait. Chaque année, la galerie des Offices à Florence attire plus de 3 millions de visiteurs et la plupart passent probablement devant le portrait de Béa sans jamais connaître son histoire. J'ai moi-même eu le plaisir de voir son portrait il y a environ 1 mois, ce qui m'a inspiré à enquêter sur sa vie et à réaliser cette vidéo. Sur ce, merci beaucoup à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que vous l'avez trouvée